On va essayer de se changer un petit peu les idées. Encore une fois, vous intervenez s'il se passe quelque chose. Et on va le faire avec Philippe Lombard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe. On va se détendre avec vous. On va peut-être même rire ou sourire. Avec ce livre, 300 anecdotes de tournage. Voilà, un petit livre, mais alors je peux vous dire que c'est extrêmement dense à l'intérieur. Tout est dans le titre, 300 anecdotes. Donc, Voilà. vous nous racontez tout ce que finalement on ne voit pas à l'écran. Exactement. Lorsqu'on va au cinéma ou lorsqu'on avait le droit d'aller au cinéma jadis, encore qu'on puisse passer notre temps devant de petits écrans aujourd'hui. Vous êtes un journaliste spécialisé dans le cinéma. Vous avez écrit une trentaine de livres sur le cinéma. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous pencher sur toutes ces petites anecdotes? Vous disiez, j'ai ça dans la poche, oui, on c'est s'en ça. sert pas, En on fait, n'en profite pas. à force justement d'écrire sur le cinéma, il y avait des choses que j'avais pas mises dans certains livres et puis que j'avais lues, que je connaissais. Et puis des fois, il y a des choses qu'on peut prendre juste comme ça, quoi, des petits éléments, des disputes, des choses et qui éclairent en fait la façon dont on fait les films. En fait, on se rend pas compte forcément que les gens sont disputés ou qu'il y a eu un problème financier, etc. Et ça éclaire un peu sur un autre angle. Alors, on va en parler des gens qui se disputent. Puisque vous en parlez, je lis qu'un jour, Belmondo a carrément mis son poing dans la figure de Melville sur un tournage, quoi. Ben oui, C'est comme ça que ça se réglait à l'époque. Ouais, enfin, disons que c'est. Bon, alors, Jean-Pierre Melville est un cinéaste un peu particulier. Un peu taiseux, un peu. Ouais, un peu, voilà, qui s'entendait pas forcément toujours ni avec son équipe, qui était assez autoritaire. Et sur L'aîné des fers chauds, il s'entendait pas du tout avec Charles Vanel. Qui a 70 ans et qui a 70 le ans, prend de haut. Quoi, il le prend de haut, alors qu'il a une carrière incroyable. Il l'a dans le nez, quoi. Et, ça déplaît à Belmondo. Belmondo, qui a déjà fait 2 films avec Melville, qu'il connaît, mais ça l'exaspère, en fait. Ça l'exaspère. Donc, à un moment donné, il y a la réflexion de trop, et il s'énerve, et puis le ton monte, et puis selon les sources, en fait, il le pousse ou il lui donne un coup de poing. Toujours est-il que voilà, il tombe par terre, il enlève ses lunettes, Belmondo dit « tu ressembles à un crapaud », et puis nous, on s'en vient avec Charles, on s'en va. Et effectivement, ils s'en vont, et il restait encore quelques plans à tourner, ça a été tourné avec des doublures. Avec des doublures, oui, il a terminé son film avec des doublures. Des doublures. Et d'ailleurs, vous racontez, parce qu'à chaque fois, il y a des petits détails, on se dit, mais waouh, où il les a trouvés? C'est-à-dire qu'à un moment, le ton monte effectivement entre Belmondo et Melville. Melville lui dit, mais tu te rends pas compte, je suis Monsieur Melville. Et l'autre lui répond, mais tu te rends pas compte non plus, je suis Monsieur Belmondo. C'est ça. Voilà, bon. Alors, il y a pas mal d'anecdotes. Claudia Cardinal, Ouais. droguée à son insu, on va dire, à l'insu de son Ouais, plein gré, c'est un peu ça, sur un ouais. tournage. C'est-à-dire qu'en fait, en 63, Léa Cinecittà, elle tourne La Panthère Rose de Black Edwards. Ouais. C'est son premier film en anglais, donc elle est un peu stressée, voire un peu terrorisée. En plus, elle a une scène avec David Niven qui doit être une scène d'ivresse, donc c'est pas non plus très simple. Black Edwards s'en rend compte, il lui dit écoute, viens te détendre. Il l'a fait venir dans une pièce. Bon, il y a un divan, un canapé, il y a un type qui est en train de fumer, puis un petit chien par terre. Bon, elle s'assoit. Et puis de temps en temps, Black Edwards revient, puis il regarde surtout le chien, en fait. Et puis au bout de quelques fois, il voit que le chien est par terre complètement groggy. Il dit viens, c'est bon, t'es prête. Et en fait, ce qu'elle avait pas compris sur le coup, c'est que le gars est en train de fumer un joint quand il fumait la marijuana, et puis les vapeurs l'ont un peu détendu, quoi. Et ça, Black Edwards lui a raconté 30 ans après, quand ils ont fait Le Fils de la Panthère Rose. Voilà. Alors, on a eu les Bronzés 2, les Bronzés Fonbuski, les Bronzés... On a échappé aux Bronzés en Amérique, à Prange, dans le livre, et on a failli avoir les Bronzés Fête Noël. En fait, c'est devenu Le Père Noël est une ordure. C'est ça, c'est un peu particulier. Il y a une raison à cela. Oui, parce qu'en fait, quand Jean-Marie Poiret tourne Le Père Noël est une ordure, alors si le film est culte aujourd'hui, le titre choquait beaucoup de gens à l'époque. Et même dans les cinémas, des fois, il masquait un peu le titre. Ouais. Et quand il a fallu obtenir des autorisations de tournage dans les grands magasins, Hoover Haussmann, le magasin qui appartenait à Marcel Dassault, quand il a vu le titre du film, il a dit hors de question. Et donc, la production se sont dit, quand il fallait obtenir des autorisations de tournage, ils ont appelé ça les Bronzés Fête Noël. Et donc là, tout marchait bien. Troisième bronzé, impeccable. On vous donne l'autorisation. Voilà. Alors, Elvis Presley. Oui. Où et comment il s'est retrouvé à jouer un rôle de femme? Alors oui, c'est une histoire assez particulière, c'est-à-dire que c'est Irving Winkler et Robert Chertoff qui sont devenus des grands producteurs dans les années 70, qui ont fait les Rocky, Raging Bull, Scorsese, tout ça, et qui au départ étaient des agents. Et ils avaient réussi à placer notamment l'actrice anglaise Julie Christie sur Dr Zhivago, et ils se disent on va devenir producteur et on va faire notre premier film avec elle. Donc ils trouvent un scénario à la MGM, une histoire de diamants volés qui se passe en Europe, qui est pas formidable. Ils se disent on va faire ça. Mais le patron de la MGM, ils l'ont au téléphone et il leur dit
Mais si on remplaçait Julie Christie par Elvis Presley? C'est pas évident comme ça sur le papier. C'est pas évident. Il le fait répéter même pour être sûr que c'est bien ça. Et qu'est-ce que vous en pensez? Et Irving Winkler, qui veut être producteur et qui veut pas rater le coche, il dit, je crois que c'est une idée formidable. Et je crois même que c'est une des meilleures idées que j'ai entendues depuis longtemps. Il faut tout changer là. Voilà. Parce que il a fallu tout réécrire. Voilà, faire un rôle de femme pour un homme, changer le scénario. Et puis faire en sorte que ça soit un chanteur, parce qu'il fallait bien un chanteur rock, donc il fallait bien justifier qu'il y ait évidemment toutes les chansons. Il fallait qu'il pousse la chansonnette, effectivement, bien sûr. Dans le film. Alors, Menahem Golan, lui, je ne le connaissais pas, je découvre son existence. Ouais. C'est un gars à qui, je ne sais pas s'il faut le remercier ou pas, on doit Jean-Claude Van Damme. C'est lui qui l'a découvert, c'est lui qui l'a lancé. Et alors, notre ami Golan... un jour, se met en tête de faire un film avec un orang-outan. C'est ça. Et là c'est surréaliste aussi. C'est-à-dire qu'il veut adapter un roman pour la jeunesse où un jeune garçon se lie d'amitié avec un orang-outan en Afrique. C'est-à-dire qu'il débarque en Afrique et puis il rencontre cet orang-outan. Bon, et il y a un orang-outan qui est star à l'époque dans le monde du cinéma, exactement. Donc il se dit on va le faire jouer. Exactement. On le voit dans les Manis qui joue Clyde dans les films avec Clint Eastwood, Ça va cogner et Doudou Redingue. Et donc il y a une réunion où le orang-outan arrive avec ses avocats qui viennent d'un cabinet de Beverly Hills, parce qu'évidemment, on est aux États-Unis, donc il est représenté par des avocats. Excusez-moi, je vais faire l'orang-outan. J'ai 2 avocats, l'un à droite, l'un à gauche. Ça. Vous êtes le producteur. Voilà. Et je suis producteur et je m'emballe et je raconte l'histoire. Oui. Et je dis, voilà, alors l'histoire, c'est un petit garçon qui arrive en Afrique et qui voit, qu'est-ce qu'il voit? Et là, il se dirige vers l'orang-outan et c'est toi. Il te voit, toi. Et donc, le réalisateur qui était là raconte, à partir de ce moment-là, Golan n'a parlé qu'au singe. Il a parlé qu'au singe. Et c'était complètement délirant. Et il lui dit à la fin, oui, alors le gamin est enlevé, tu vas le libérer. Et puis finalement, le gamin s'en va dans un bateau. Et puis toi, tu le vois, tu es triste et tout. Puis tu cries au secours, au secours. Alors, les avocats s'affolent, il dit, le singe, il va parler. Il dit, oui, bon, on sait pas. C'est l'émotion. L'émotion, c'est ça qui compte. Voilà. Et finalement, il faut un premier... Qu'à l'orang-outan pendant tout le truc. Il monte sur la table. Enfin, pas l'orang-outan, le Golan monte sur la table. Enfin bon. Et finalement, il faut un essai de l'orang-outan avec le jeune acteur, le gamin. Et dès que ça commence, l'orang-outan mord le gamin. Donc, on enlève l'orang-outan. Finalement, c'est un acteur de petite taille qui fait le singe. Et le réalisateur raconte que quand ils ont tourné en Afrique, où il y avait des vrais singes autour, les singes se moquaient d'eux. Oui, c'est-à-dire qu'il avait grimé l'acteur de petite taille en singe. Et les singes, effectivement, gloussaient. C'était pas possible. Quand vous voyez le film, quand vous voyez les extraits du film, vous comprenez bien qu'effectivement... C'est un nanar monumental. Oui, bien sûr. Bon. Alors, Jean Marais. Il a fini par jouer Fantomas. Ce faisant, il a pris la place de Pellegrin. Ouais. Mais s'il a joué Fantomas, c'est parce qu'on lui avait promis autre chose qu'il n'a pas eu. Exactement. En fait, c'est ça qu'on voit dans le bouquin. C'est plein d'occasions manquées, de gens qui se remplacent, de films qui sont parfois cultes ou qui sont parfois des nanars, mais c'était pas du tout ce qui était prévu au départ. Ah non, pas du tout. C'est ça qui est passionnant, en fait. À la base, Jean Marais voulait jouer OSS 117. Ouais. C'était une série de romans très populaire à l'époque. Il a eu l'idée par Jean Cocteau, qui adorait les romans policiers, les romans d'espionnage, qui connaissait très bien Jean Bruce, qui avait écrit OSS 117. Donc il en parle au réalisateur André Hunebelle, avec qui il avait fait Le Bossu, Le Capitaine. Hunebelle trouve ça formidable comme idée, sauf qu'il fait les OSS 117, mais sans Jean Marais. Il prend Carvin Matthews, qui est un acteur américain. Donc voilà, Jean Marais est un petit peu énervé. Je sais que la fille de Jean Bruce m'avait raconté qu'elle se rappelle enfant de Marais qui courait après son père dans les parkings de la maison de production en disant mais pourquoi c'est pas moi qui le fais? C'est moi qui ai eu l'idée, pourquoi c'est pas moi qui le fais? Et puis finalement, en dédommagement, Hunebelle lui a donné le double rôle de Fantomas et Fandor. Et le rôle de Fantomas, à la base, était destiné à Raymond Pellegrin, qui finalement n'a fait que la voix. N'a fait que la voix. Voilà, donc il y a toujours des successions de choses. Alors, vous savez qu'il y a une petite tradition ici, c'est que notre invité culture, on lui montre des photos. Et puis bon, si ça l'inspire, il en dit un mot. Sinon, on passe à la photo suivante. Allez-y, l'écran est là. Première photo pour vous, Philippe Lombard. Des salles vides. C'est triste. Un dingue de cinoche comme vous. Oui, c'est triste. Je ne pensais pas vivre ça un jour, quoi. Je ne manque pas de. Je regarde toujours autant de films, mais finalement, je pense parce que en fait, finalement, c'est pas là le plus dangereux. C'est pas là qu'il y a des clusters. On est tous masqués, on regarde dans la même direction, on se parle pas. Enfin, je veux dire, c'était quelque chose de. Je pense que ça aurait pu se faire, oui. On se croise dans le hall, mais bon. Voilà, mais on va faire attention. Ouais. Bon, deuxième photo. D'actu, on va dire. Ah non. D'actu. Alors, c'est pas d'actu. Pas tellement. Alors, pourquoi je vous les mets, là, tous les deux? Parce qu'il y a une anecdote.
C'est-à-dire que sur le tournage de Bolsonaro, le lapsus Brésilien, ouais. énorme, sur le tournage de Borsalino, Delon et Belmondo proposent à un policier qui est en uniforme de sauter dans le vieux port, mais tout habillé. Et le gars leur dit mais combien? Et Delon lui dit 1000 balles. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, il s'ennuie un peu. Il a dit, vous permettez que j'enlève mon arme? Il l'a fait, il le l'a gars. fait. Ouais. Ils aimaient bien, surtout Belmondo aimait bien faire des blagues dans le tournage, tout ça. Donc, entre deux plans, ils attendaient, ils avaient ça. Troisième photo. Alors, d'actu, j'espère, cette fois. Ah. Eh oui. Eh oui, c'était... C'est le plus grand pour vous, ou l'un des plus grands? Ouais, c'est un des plus grands, ouais. C'est un des plus grands qui... Sean Connery, hein, je dis. Ouais. Ceux qui vivent dans une grotte, qui l'ont pas reconnu. Oui, Sean Connery, bien sûr. En plus, moi, je suis un grand fan de James Bond, et pour moi, c'est effectivement le meilleur. Et il a su faire d'autres choses. Il a pu faire oublier le personnage de Bond dans plein d'autres films. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de James Bond. Il y a eu débat, d'ailleurs. Hein, les réseaux sociaux, on parle beaucoup de James Bond, mais il a fait d'autres choses. Bien sûr. Il a tourné avec Hitchcock, avec De Palma. Il a fait des trucs formidables. Il a fait ce que je pense être personnellement le film d'aventure, le plus grand film d'aventure de tous les temps, c'est L'homme qui voulut être roi, de John Huston avec Michael Caine. C'est un truc qu'il faut revoir, ça, c'est fabuleux. Bon, c'est le discours d'un passionné, hein, on vous écoute. Philippe Lombard, 300 anecdotes de tournage. Le cinéma, comme vous ne l'avez jamais vu, c'est chez Hugo Images. Alors, je peux vous dire que vous apprendrez comment Kadhafi s'est fait envoyer paître par Costa Gavras, hein, parce que Kadhafi voulait que Costa Gavras fasse un film dont il avait fait lui-même ce scénario, Kadhafi. Comment Nicholson a essayé de proposer de la drogue à Lino Ventura, Il s'est fait bien recevoir. qui a pris les jambes à son cou, etc. Comment Hitchcock était parfois un peu limite avec les femmes. Hein, et je crois qu'à l'époque, s'il y avait eu MeToo à l'époque, ça aurait été compliqué pour lui. Compliqué, 300 anecdotes de tournage, c'est hyper drôle. Et il y a au moins une grande librairie, la FNAC, qui est ouverte, alors allez-y. Hein, voilà.